Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos s'est éteint ce vendredi 8 juillet à l'âge de 79 ans. Nous reviendrons sur le parcours de celui qui a dirigé l'Angola pendant près de 4 décennies. 5 jours de deuil national ont été décrétés en sa mémoire. Le Tchad habille les artères de sa capitale N'Djamena du nom des personnalités qui ont marqué l'histoire du pays. Une nationalisation qui rime avec pacification, alors que le dialogue national inclusif reporté sine die se fait attendre. Et renforcement de l'état de droit au Soudan du Sud grâce au tribunal mobile spécial conjoint. Ce tribunal itinérant, lancé en 2020, permet de lutter contre l'impunité dans les zones les plus reculées. La 3e édition vient de s'achever dans le nord-ouest du pays. Mais tout d'abord, le président rwandais Paul Kagame persiste et signe. Kigali ne soutient pas les rebelles du M23. Le chef de l'État rwandais l'a réaffirmé à un média occidental ce vendredi 8 juillet, soit 2 jours après la tenue du sommet tripartite qui a réuni la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Angola à Luanda. Une rencontre tenue sous l'égide du médiateur angolais João Lourenço, qui a permis l'obtention d'un accord de cessez-le-feu pour faire baisser les tensions dans le Nord Kivu. Rappelons que depuis plusieurs mois, la République démocratique du Congo accuse le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle M23. L'Angola est en deuil. L'ancien président José Eduardo dos Santos est décédé ce vendredi 8 juillet à l'âge de 79 ans en Espagne des suites d'une longue maladie. Les 38 ans qu'il a passés à la tête de l'Angola font l'objet de controverses s'il est parvenu à mettre fin à la guerre civile. Son départ du pouvoir en 2017 reste entaché par des allégations de détournement de fonds et de blanchiment d'argent imputés à sa famille. Retour sur son parcours avec Nathalie Moho. C'est finalement à Barcelone, en Espagne, sa terre d'exil, d'où il est revenu en septembre 2021, que l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos est décédé le 8 juillet 2022. Âgé de 79 ans, l'ex-chef d'État est décédé des suites d'une longue maladie, selon un communiqué gouvernemental. Le président João Lourenço, qui a été au chevet de son prédécesseur le 29 juin dernier, a décrété 5 jours de deuil national dans le pays. Entre João Lourenço et le défunt président José Eduardo dos Santos, il existait une relation de confiance et d'amour. D'ailleurs, João Lourenço a toujours considéré son prédécesseur comme son mentor. Le départ de dos Santos et l'avènement de João Lourenço au pouvoir a subitement créé des inimitiés entre les deux protagonistes. José Eduardo dos Santos a dirigé l'Angola pendant 40 ans, dès 1976. L'exécutif, lui rendant témoignage dans sa déclaration, a salué l'œuvre d'un homme d'État de grande envergure historique qui a gouverné la nation angolaise à travers des moments très difficiles. 4 ans après son indépendance, l'Angola, de par sa manne pétrolière, est devenu un terrain de lutte entre les deux blocs rivaux, soviétiques et américains, pendant la guerre froide. Son parcours politique fut rythmé par la lutte armée contre le colon portugais, suivi de 27 ans de guerre civile, avant d'entamer la reconstruction de son pays. Cependant, depuis la fin de la guerre civile, l'Angola s'est bâti sur le pétrole et dans une moindre mesure sur le diamant. Le défunt ex-président angolais s'est engagé au sein du mouvement populaire de libération de l'Angola à seulement 19 ans. En 1996, il a créé la fondation Eduardo dos Santos, œuvrant pour le progrès social, culturel et scientifique. L'Angola, pays producteur de pétrole qui a justement décidé de réduire sa dépendance aux importations de carburant. Le 2e exportateur de pétrole d'Afrique subsaharienne a inauguré le 7 juillet à Luanda un nouveau site qui lui permet de multiplier par 4 la production de sa seule raffinerie. La nouvelle installation, construite avec le soutien du géant italien Eni, portera la production de carburant de l'Angola à 1,58 million de litres par jour, selon la compagnie pétrolière nationale Sonangol. Elle doit aussi contribuer à réduire de 15% ses importations annuelles. Notons qu'actuellement, le pays ne produit qu'environ 20%
des produits raffinés dont il a besoin. C'est un travail de mémoire qui a débuté au Tchad à l'approche du dialogue national inclusif reporté et signé. La mairie de la capitale N'Djamena a décidé de baptiser les artères de la ville du nom des personnalités qui ont marqué l'histoire du pays. Une initiative qui entre dans la démarche de pacification entamée par les autorités de transition. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Au Tchad, dans le cadre de l'initiative N'Djamena, ville de paix, les rues et les avenues de la capitale ont été baptisées au nom des personnalités qui ont marqué l'histoire du pays. Ces Tchadiens issus de différentes provinces sont honorés à titre posthume par la mairie de N'Djamena pour leur contribution à la cohabitation pacifique dans cette ville cosmopolite. L'objectif est d'honorer la mémoire de ces héros de la paix pour renforcer la cohésion sociale. C'est des personnalités qui ont servi la République du Tchad. Donc nous avons tenu à respecter notre programme et nous l'avons fait ce matin. Vous êtes témoins. Vous avez également eu à constater la mobilisation des parents, des amis, des connaissances et des connaissantes, ainsi que des habitants de la ville de N'Djamena qui se sont mobilisés pour la circonstance. Pour les personnalités honorées à titre posthume figure l'ancien président Lol Mahamad Choua qui a dirigé la transition pendant 4 mois en 1979 avant de démissionner pour éviter la guerre civile en N'Djamena. Il a continué à œuvrer pour la réconciliation nationale jusqu'à son décès en septembre 2019. Une attitude pacifique qui lui a valu une reconnaissance nationale comme un sage épris de paix. Dignitaire qui a tout donné à son pays. Il fut président de la République en 1979. Il fut également président du Conseil supérieur de la transition. Il fut également maire de la ville de N'Djamena. Le peuple tchadien lui est reconnaissant. Paix à son âme. Pour rappel, cette initiative de la commune de N'Djamena s'inscrit dans le cadre du projet de rapprochement des Tchadiens dans un esprit d'apaisement à l'approche du dialogue national inclusif. Un tribunal itinérant pour renforcer l'état de droit et lutter contre l'impunité dans les zones les plus reculées du pays. C'est l'initiative lancée en 2020 au Soudan du Sud en collaboration avec la MINUS, mission de maintien de la paix de l'ONU. Les communautés du nord-ouest du pays ont pu bénéficier en juin dernier du déploiement de la 3e édition du tribunal mobile spécial conjoint. Les explications dans ce sujet de la rédaction. Renforcer l'état de droit, même dans les zones les plus reculées, c'est la mission entreprise depuis 2020 par le tribunal mobile spécial conjoint en collaboration avec la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, un système judiciaire exclusif dont la 3e édition s'est achevée le 24 juin dans la région de Bahr el Ghazal, située dans le nord-ouest du Soudan du Sud. Objectif affiché, garantir l'équité et l'égalité entre tous les Sud-Soudanais, moyen efficace de lutter contre la violence et l'impunité. Cela nous a permis de constater une très forte réduction du nombre de cas et une sorte de frein à l'impunité. Cependant, c'est un processus coûteux. Nous ne pouvons pas continuer cela. Notre prochaine étape consiste donc à examiner comment nous pouvons rationaliser ce processus pour nous assurer que nous aidons la police à être sur place pendant la migration annuelle, pour soutenir le système judiciaire sur le terrain, afin qu'il puisse intervenir et rendre justice instantanément lorsque le processus de migration se passe. Ce système judiciaire exclusif a notamment pour but de résoudre les tensions persistantes entre les agriculteurs sédentaires et les éleveurs de bétail semi-nomades, des divergences qui dégénèrent fréquemment en conflits à grande échelle, causant des morts et des déplacements de population. Ce tribunal mobile va maintenant beaucoup aider le gouvernement parce que vous savez, il y a d'autres régions qui sont très reculées. Par exemple, si quelque chose se passe à Timiza, Timiza est très loin, comme vous le savez. Le gouvernement n'a pas d'infrastructure là-bas, donc pas de mobilité. Difficile de s'y rendre pour résoudre une affaire. Mais pour le tribunal mobile spécial conjoint que la MINUS soutient, il est possible de se déplacer vers cette zone. Et ils peuvent aller très vite, juger l'affaire et revenir. Cette 3e édition a permis d'enquêter sur plus de 30 affaires, dont une liée à des violences sexuelles et sexistes.
Rien qu'en 2021, le tribunal itinérant déployé dans le bar El Razal occidental avait reçu plus de 1400 plaintes, mené plus de 100 enquêtes et jugé 24 affaires impliquant des différends entre éleveurs de bétail et agriculteurs. Également dans l'actualité, en Guinée, les 3 leaders du Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, qui avaient été arrêtés le 5 juillet pour outrage à magistrat et injures publiques, sont libres, placés sous mandat de dépôt et écroués depuis le 7 juillet à la prison civile de Conakry. Ils ont finalement été relaxés ce vendredi. Rappelons que leur interpellation avait conduit à des manifestations suivies d'affrontements entre jeunes manifestants et forces de l'ordre. Par ailleurs, il est à noter que le procureur de la cour d'appel de Conakry, Alphonse Charles Wright, qui avait ordonné l'arrestation des 3 membres du FNDC en début de semaine, a été nommé ministre de la Justice selon un décret lu à la télévision nationale ce vendredi soir. C'est également lui qui est à l'origine du déclenchement des poursuites judiciaires contre 27 personnalités du régime renversé, dont l'ancien président Alpha Condé en mai dernier. Face à l'envolée des prix des hydrocarbures, le gouvernement gabonais adopte une nouvelle stratégie pour alléger la facture. Les citoyens les plus nantis passent à la caisse. Les autorités ont décidé de surtaxer les prix du carburant pour les industriels et les gros consommateurs dès ce mois de juillet. En revanche, les prix à la pompe restent stables pour les citoyens gabonais lambda. Les explications de Séverin Douke. 2022, par les autorités gabonaises, le citoyen lambda ne payera plus le même prix que les autres fonctionnaires de la présidence, de l'armée ou encore les industriels. Le prix à la pompe jusqu'ici subventionné par l'État est passé de 605 francs CFA contre 835 francs CFA pour l'essence et de 585 francs CFA contre 830 francs CFA le gasoil pour les industriels et les autres fonctionnaires visés. Je crois que c'est l'une des meilleures décisions du gouvernement de ces derniers temps parce que nous allions droit au mur. Il y avait un problème. Le carburant subventionné se vend à la pompe à un prix qui est différent du carburant non subventionné qui se vend aux industriels. Le but de la subvention, c'était permettre de juguler un peu la crise sociale que subissent les populations, notamment dans les transports en commun et sur le prix du pain. Une mesure adoptée en raison d'une exigence du FMI, peu favorable à la politique du pays de subventionner tout azimut les prix des produits pétroliers. Pour l'institution financière, la subvention du carburant est de nature à plomber la réalisation d'autres objectifs et de freiner l'atteinte des objectifs fixés en orientant une grande partie du budget de l'État vers le financement de ce que consomment les populations les plus nanties. Il y a des mesures mises en place par la Direction générale des hydrocarbures pour contrôler l'effectivité des décisions prises. Le bénéfice pour le gouvernement, déjà, c'est la paix sociale qu'il en tire. Les tensions sur les transports en commun, les tensions sur le prix du pain, ça pose un gros problème au gouvernement, ça cause des grôles sociales. Le second bénéfice, c'est clairement des meilleurs revenus, donc une meilleure vente de son carburant non subventionné auprès des industriels, auprès des forestiers, auprès des grumiers. La décision n'a pas tardé à laisser paraître ses conséquences. Malgré la mesure réduisant de 15 francs CFA le tarif du transport urbain décidé par le gouvernement depuis le 24 juin 2022, les transporteurs ont augmenté le tarif du transport au Gabon. Selon les autorités gabonaises, entre 2015 et 2018, l'État a dépensé 700 milliards de francs CFA en subventions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.